Qui a acheté le palais de Poutine à Gelendzhik pour une bouchée de pain et pourquoi 6,5 milliards de roubles après la construction ont-ils été transférés sur les comptes de la gymnaste préférée du dirigeant russe, Alina Kabaeva? Des détails choquants de l'enquête. La nuit, des missiles HIMARS ont plongé Belgorod dans le noir. 60 000 Russes sont désormais privés d'électricité. Le front est en flammes. Les occupants ont pris Pokrovsk, mais les forces armées ukrainiennes contre-attaquent dans le sud. Les troupes de l'OTAN ont terminé leurs exercices. Les parachutistes britanniques et français sont prêts pour une mission de maintien de la paix en Ukraine. La tension au Moyen-Orient atteint son paroxysme. L'Iran commence la guerre. Les États-Unis ont annoncé l'évacuation d'urgence des diplomates et du personnel des ambassades. Le vignoble de Medvedev en Toscane. Le vin continue de couler à flot vers la Russie et il semble que les sanctions n'affectent pas ce business. Une confession sensationnelle d'une moscovite. Les vétérans de l'opération militaire spéciale, de retour dans la capitale, font vraiment n'importe quoi, sachant qu'ils ne seront pas punis. Bonjour, je m'appelle Anastasia Dmitrovskaya. Je vais tout de suite vous parler de l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus sur YouTube. On a appris qui a acheté le palais de Poutine près de Gelendzhik pour une bouchée de pain et comment, dans le même temps, la maîtresse de Poutine, Alina Kabaeva, a reçu 6,5 milliards de roubles. Mais reprenons tout dans l'ordre. Ainsi, il y a quelques jours, l'équipe du défunt opposant Alexei Navalny a annoncé que l'homme d'affaires Arkady Rotenberg, proche du Kremlin, avait officialisé l'achat du soi-disant palais de Poutine près de Gelendzhik pour 800 000 roubles. Cela représente environ 10 000 $. La superficie totale de la construction était de 7 000 hectares. Et sur le territoire du palais se trouve un complexe de hockey souterrain ainsi qu'un complexe de restaurant de 5 000 mètres carrés, avec des lustres coûtant près de 50 millions de roubles chacun. C'est une trouvaille, c'est superbe. Vous y étiez hier. Votre avis ? Parce que c'est exactement ce montant, comme nous l'avons découvert, qu'il a payé pour le célèbre palais de Vladimir Poutine près de Gelendzhik. Nous avons qualifié ce site de plus gros pot de vin du monde. Et c'est vrai, mais en plus de cela, c'est aussi le plus grand chantier privé du monde. Maintenant, ce ne sera plus un secret. Je suis le bénéficiaire. Leur plan était de vous faire cesser de croire ce que vous voyez de vos propres yeux et de vous convaincre que tout cela n'est pas un palais de Poutine, mais simplement un hôtel. Nous voulons y construire un appart-hôtel. Et il y a combien de temps avez-vous acquis ce bien? Eh bien, c'était il y a quelques années. Cela m'a été acquis. Comme il est dit dans l'enquête, la transaction d'achat a été enregistrée le 31 mars 2021. Rotenberg a acquis 100% des actions de la société Beinon, à laquelle appartient la société Complex, enregistrée sur le palais. La chaîne de financement du palais comprenait des prêts d'offshores anonymes des îles Vierges britanniques qui transférèrent de l'argent à la société Binom, laquelle les transmettait à la société Complex, qui payait les travaux de construction. Le plus intéressant, c'est que l'hôtel que Rotenberg avait prévu n'a jamais été construit. Et au final, selon nos estimations, la construction a été définitivement terminée vers l'année 2023. Après les calculs finaux, il restait ici un solde dans les décisions d'investissement. Eh bien, de la monnaie, des fonds non dépensés, appelez ça comme vous voulez. Cela représente 6,5 milliards de roubles. Wow. Super. Si cette société appartenait réellement aux actionnaires officiels Egorov et Radimov, alors ils auraient probablement tout simplement pris cet argent pour eux-mêmes, l'auraient dépensé pour autre chose, l'auraient liquidé, investi et finalement, l'auraient déposé sur un compte. Mais ils ne le font pas. Selon les enquêteurs, la société Investment Solutions, qui a financé la construction en 2023, a transféré 6,5 milliards de roubles à la fondation Alina Kabaeva et à l'association des clubs de gymnastique rythmique Grâce Céleste. Parce qu'ils donnent cet argent à Alina Kabaeva, la compagne de Vladimir Poutine et la mère de ses enfants. Alina. Le 4 avril 2023, la société Investment Solutions a fait un don de 500 millions de roubles à la fondation Alina Kabaeva. Le 1er novembre, 2,5 milliards supplémentaires. C'est-à-dire seulement 3. Ces opportunités, notre fonds n'appartient pas à l'État, notre fonds est constitué de fonds privés. Ce sont des dons privés. Alina Kabaeva possède un autre fonds qui a reçu encore plus d'argent provenant du reste du palais. Ce fonds s'appelle Grâce Céleste. Investment Solutions lui a fait don de 3,5 milliards supplémentaires provenant de la monnaie rendue du palais. La majeure partie des fonds est placée en dépôt et génère des intérêts supérieurs au budget officiel de la Fédération russe de gymnastique. L'enquêteur souligne que l'organisation de Kabaeva ne mène pas de grande action caritative ni de véritable soutien aux sportifs.
Mais, comme dans le cas du fonds Alina Kabaeva, la majeure partie de l'argent reçu du palais par le fonds Grâce Céleste est conservé sur des dépôts. En 2024, ils ont reçu 435 millions de roubles sous forme d'intérêts sur des dépôts bancaires. Pour que vous compreniez l'ampleur, c'est plus que tout le budget officiel de la Fédération russe de gymnastique. Kabaeva pourrait personnellement financer toute la fédération uniquement avec les intérêts de ses dépôts. Mais j'ai dit jamais de la vie, en aucune façon. On peut donc affirmer avec certitude, le sport n'a absolument rien à voir ici. Kabaeva et ses fonds ne s'occupent d'aucune grande action caritative ni d'une aide réelle aux sportifs. Si l'on étudie toutes les recettes et toutes les dépenses des deux fonds de Kabaeva, il devient évident qu'il ne s'agit que de portefeuilles sur lesquels les amis de Poutine transfèrent de l'argent à Kabaeva, pour les divertissements, les achats, les loisirs, sous couvert de charité. Alors que tout cet argent aurait pu être dépensé non pas pour Alina, mais pour des choses bien plus importantes, enfin, si bien sûr on en avait la volonté. Aux collectes de Podarigizne et du Rusfond, on peut ajouter encore la fondation de Kabensky, la fondation Maison avec un phare, la fondation Vera. Et malgré tout, toutes ces organisations réunies, en 2023, ont récolté moins que la monnaie du palais qui est revenue à Alina Kabaeva. Et on s'habitue vite au confort. 6,5 milliards auraient suffi à sauver la vie de milliers d'enfants, à soigner des dizaines de milliers de malades, à acheter du matériel, à payer les médicaments les plus chers du monde. Avec 6,5 milliards, on peut construire une université ou quelques hôpitaux. Et Poutine, il est tellement déconnecté de la réalité que pour lui, c'est juste de la petite monnaie qui reste après un gros achat. Des broutilles qu'il faut simplement donner à sa femme pour des épingles, pour ses divertissements, afin qu'elle ne reste pas à la maison toute la journée, mais qu'elle organise un tournoi en son honneur 1 ou 2 fois par an et le réjouisse avec de petits cadeaux à plusieurs dizaines de millions. Que pensez-vous de tout ce contenu choc à la Poutine et à la Kabaeva? Écrivez, ne vous retenez pas dans les commentaires. Pendant que Poutine dilapide des milliards pour sa gymnaste, les Russes ordinaires sont à un pas d'une isolation numérique totale. Le député de la Douma d'État Mikhail Deliagin a expliqué ce qui restera de l'autre côté du périphérique après le blocage de tous les réseaux sociaux. Cette réponse ne plaira clairement pas aux Russes. En direct sur Tsargrad, Deliagin a nommé les canaux grâce auxquels le pouvoir russe pourra communiquer avec la société. Écoutez par vous-même. Comment le pouvoir va-t-il interagir avec le peuple? Avec quels outils? Eh bien, avec lesquels d'après vous? Le ministère de l'Intérieur, le comité d'enquête, le parquet, les tribunaux, le service fédéral d'exécution des peines. Et pour ceux qui auront de la chance, les huissiers de justice, il y a suffisamment d'outils pour interagir. Le plus intéressant, c'est que ce même député s'oppose en même temps au blocage de Telegram, accusant Roskomnadzor de désorganiser le front en privant les gens de communication. Et que pensez-vous de tous ces blocages de réseaux sociaux en Russie? Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires, je lirai absolument. Pendant ce temps, les forces armées ukrainiennes continuent, comme d'habitude, de réjouir Belgorod avec des cadeaux incendiaires. Dans la nuit du 27 février, la ville a reçu plusieurs missiles HIMARS et en conséquence, une partie de Belgorod s'est retrouvée sans électricité. Vous entendez ça? Des zones ont subi des coupures de courant dues aux dégâts matériels. Les autorités imposent des restrictions et le chauffage est perturbé par des pannes de réseau. Oui. Oui. Oh. En conséquence, une panne d'électricité totale s'est produite après l'atterrissage à la centrale thermique. Près de 60 000 Russes se sont retrouvés sans électricité et certains ont vu leur eau et leur chauffage coupés. Malheureusement, je l'ai dit à maintes reprises, et je le répète, il est physiquement impossible de faire basculer complètement l'agglomération de Belgorod vers une production de secours, même si nous avons concentré sur le territoire de la région de Belgorod d'énormes réserves de production d'électricité de secours. Que de telles nuits deviennent la norme pour les Russes. En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis le Kazakhstan, la Moldavie, l'Europe et même les États-Unis. Nous, les Ukrainiens, vous sommes très reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir. Pour l'instant, nous continuons. La suite est la plus intéressante. Et maintenant, passons aux nouvelles du front. Les Russes ont probablement complètement pris le contrôle de Pokrovsk. C'est ce qu'écrit l'Institut pour l'étude de la guerre.
Ainsi, les analystes ont observé pour la dernière fois la présence de troupes ukrainiennes à Pokrovsk le 28 janvier. C'est pourquoi ils estiment que les Russes ont probablement achevé la prise de cette localité au cours des dernières semaines. Dans le même temps, l'Institut pour l'étude de la guerre souligne que les troupes russes n'ont pas réussi à exploiter la prise de Pokrovsk pour obtenir d'autres succès opérationnels significatifs. Mais ce n'est pas tout. Selon l'état-major général, les forces de défense ont frappé la base pétrolière de Lougansk. Le site était utilisé pour approvisionner l'armée russe. Un incendie de grande ampleur a été signalé. De plus, les forces ukrainiennes ont infligé des frappes de feu sur des entrepôts de carburant et de lubrifiants près de Mariupol, Novotoretsk, dans les tranchées du territoire temporairement occupé de la région de Donetsk, ainsi que sur un poste de commandement de drones ennemis et près de Raiske, sur le territoire temporairement occupé de la région de Kherson. Et voici déjà Mariupol. Dans la nuit, une frappe a été portée sur le lieu de stationnement des Russes dans le district de Primorsky, près du port. L'attaque a eu lieu vers 3 heures du matin et un incendie s'est déclaré après la frappe. Cependant, par peur et par crainte des risques, les pompiers ont commencé l'extinction avec du retard. Les pertes russes s'élèvent à au moins 10 blessés graves, transportés à l'hôpital, et pas moins de 5 véhicules. Et voici encore une autre opération spectaculaire de nos forces. L'équipage de l'An-28, équipé d'une visée laser et d'un minigun, a détruit un drone qui se dirigeait vers des villes ukrainiennes. Les occupants ont passé des heures à tenter de repousser les complexes robotisés au sol. La 3e unité d'assaut ayant repéré 3 drones kamikazes NRK se dirigeant pour faire exploser l'ennemi, les Russes ont tout misé et ont fait appel à des frappes aériennes et à l'artillerie. Grâce à une gestion d'une précision chirurgicale, 2 robots ont manœuvré, échappé aux frappes et livré avec succès les explosifs. Oui, les occupants ont brûlé des munitions valant des millions, mais pas les NRK. Sous le commandement de l'unité NS-13, qui avait à la fois la route et la cible, cette dernière a été éliminée avec succès. Une contre-offensive réussie des forces armées ukrainiennes est en cours en ce moment dans le sud de l'Ukraine. Le commandement militaire ne se précipite pas pour partager des nouvelles optimistes, mais de bonnes nouvelles pour les Ukrainiens continuent d'arriver du front. Plus de détails dans notre reportage. La contre-offensive ukrainienne ne s'arrête pas une seule seconde. C'est notamment la région de Zaporijia qui continue d'apporter de bonnes nouvelles. Cette fois-ci, ce sont les combattants du GUR du ministère de la Défense d'Ukraine qui se sont distingués. Comme l'ont rapporté nos agents de renseignement, les combattants de l'unité Artan ont repris des positions clés près de Stepnogorsk, dans la région de Zaporijia. Les forces spéciales de la direction principale du renseignement ont mené une série d'actions offensives réussies. L'efficacité des actions offensives près de Stepnogorsk s'explique par le haut niveau de coordination des forces engagées. Les groupes d'assaut opèrent avec le soutien d'équipages de drones d'attaque lourds, d'artillerie et d'autres moyens de frappe. Les combattants ont considérablement amélioré la situation tactique sur ce secteur du front et ont également détruit les groupes d'assaut avancés de l'armée russe. Il s'agit de dizaines d'occupants. Dans le même temps, les frappes sur la logistique et les nœuds de communication de l'ennemi les ont rendus inopérants. Leurs assauts ultérieurs dans cette direction. Ici, des unités d'assaut aéroportées ont également été engagées, notamment des unités des troupes aéroportées russes. Et aujourd'hui, nous constatons que grâce aux efforts de nos unités d'assaut, de nos unités de la direction principale du renseignement, en particulier de l'unité spéciale Artan, il a été possible de neutraliser ces avancées de l'ennemi et d'améliorer la situation. En effet, nos positions tactiques permettent ainsi d'empêcher les Russes d'atteindre les hauteurs. Les analystes notent que de tels résultats sont également dus au fait que les Russes n'ont pas réussi à se remettre après la coupure. Ils n'ont plus de terminaux Starlink. Malgré les tentatives de rétablir la connexion satellite, ils n'arrivent pas à retrouver les performances d'avant. Les données de renseignement sont insuffisantes. Le commandement opérationnel des unités en première ligne est perturbé. La précision des frappes a également considérablement diminué. Notamment à cause de cela, les assaillants tombent constamment dans les embuscades des forces armées ukrainiennes. La tactique d'infiltration par petits groupes a échoué.
Et ce n'est pas parce que les militaires ukrainiens ont utilisé des drones kamikazes à Piv, et encore moins parce qu'ils ont rencontré l'ennemi sous un feu classique d'armes légères. Il s'agissait d'un complexe robotisé terrestre armé d'une mitrailleuse. Il a abattu les occupants russes. Ils n'avaient aucune chance. L'endroit exact où cette situation s'est produite n'est pas communiqué pour des raisons de sécurité. On sait seulement que ce sont les défenseurs de la 32e brigade des forces armées ukrainiennes qui se sont distingués. Et ce genre d'opération ne fera qu'augmenter. Ainsi, il semble que l'Europe ait décidé d'investir sérieusement dans des armes offensives pour l'Ukraine. On sait déjà que la France et la Norvège financeront la livraison de munitions aériennes et de systèmes de surveillance à l'Ukraine, pour un montant d'environ 460 millions de dollars. Les armes seront livrées à partir des stocks de l'armée française, ce qui permettra de renforcer le succès de l'offensive ukrainienne dans les prochains mois. Cette offensive est importante non pas par la quantité de terres libérées, mais parce que l'armée ukrainienne stabilise la situation dans le sud et repousse les troupes russes. Dans le même temps, les analystes constatent que les succès actuels des forces armées ukrainiennes sont également le résultat de la réforme menée au sein des forces de défense. Le passage à un système de corps d'armée a permis de prendre effectivement le commandement sur le terrain sans attendre la confirmation du centre. Cela concerne également les décisions de porter des frappes contre l'ennemi, ce qui a considérablement réduit le temps de confirmation des opérations et augmenté l'efficacité de nos attaques. Les drones des forces spéciales ukrainiennes ont frappé la zone de déploiement de la division de missiles Bastion en Crimée. Il s'agit d'un complexe de missiles côtiers, initialement conçu comme un système anti-navire. Cependant, ces missiles Onyx sont utilisés pour frapper les villes ukrainiennes et les ports d'Odessa. Les drones ont également frappé un dépôt de munitions près du village de Nijnaya Krinka et un entrepôt logistique dans la région de Velikaya Novoselka. Tout cela se passe dans la région de Donetsk. En ce qui concerne directement la contre-offensive ukrainienne, le commandement indique qu'elle perturbe déjà les plans du Kremlin pour 2026. En soutien aux troupes en retraite depuis la région de Zaporizhia, la Russie transfère des réserves qu'elle avait conservées pour le printemps et l'été de cette année. Et le seul résultat que cela apporte, c'est l'augmentation des pertes parmi les occupants. Il est évident que les délais concernant le front de Zaporizhia pour l'offensive sur la ville de Zaporizhia non seulement seront ajustés aujourd'hui par l'ennemi, mais en conséquence, l'ennemi, aujourd'hui, il sera probablement contraint de modifier ses plans, car il a été repoussé des positions où il tentait de se retrancher. L'état-major général note également qu'il communique la situation sur les fronts avec un retard volontaire, afin de ne pas compromettre les opérations des forces de défense. Et puisque la rhétorique de nos militaires ne change pas, on peut affirmer avec certitude que les forces armées ukrainiennes sont allées plus loin que ce qui a été officiellement annoncé. Pour ma part, je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces de défense. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. La Douma d'État de Russie a adopté une loi interdisant l'extradition vers d'autres pays d'étrangers soupçonnés de crimes pénaux, si ces étrangers ont participé à ce qu'on appelle. C'est ce qu'écrit le Centre de lutte contre la désinformation. Il est également indiqué que ces étrangers se verront interdire de réduire la durée de leur séjour temporaire en Russie et d'annuler leur permis de séjour. En raison des lourdes pertes subies lors de la guerre en Ukraine et de la diminution du nombre de Russes prêts à se battre même pour de grosses sommes d'argent, les autorités russes ont intensifié le recrutement de mercenaires dans les pays du Sud global. Avec cette nouvelle loi, le Kremlin crée une opportunité pour les criminels de droit commun venus d'autres pays, échapper à la punition en participant à la guerre d'agression des forces russes. En se consumant dans la guerre, en Ukraine, un nombre énorme de détenus des prisons russes, le Kremlin recrute des criminels du monde entier pour faire la guerre contre les Ukrainiens. Pendant ce temps, la Chine a tiré la sonnette d'alarme à propos de la loi russe sur la conscription. Pékin s'inquiète que Moscou puisse obliger des citoyens chinois à effectuer leur service militaire dans l'armée russe. Le consulat de Chine en Russie a déjà appelé les citoyens chinois résidant en Russie à prêter attention à la loi russe adoptée en novembre 2025. Cette loi oblige les étrangers à servir dans l'armée russe. C'est ce dont il est question dans le rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre. La loi exige que les hommes résidents permanents âgés de 18 à 65 ans effectuent au moins une année de service dans l'armée russe pour pouvoir demander la citoyenneté russe ou un permis de séjour.
Des exceptions sont prévues pour les citoyens du Bélarus et les hommes ayant déjà accompli leur service militaire obligatoire dans l'armée russe, ainsi que pour ceux qui sont inaptes au service militaire. Le consulat de Chine a appelé ses citoyens à prendre des décisions prudentes afin de garantir un statut de résidence légale en Russie. Comme le soulignent les analystes, cela pourrait indiquer que la Chine s'inquiète du fait que la Russie oblige les Chinois à effectuer leur service militaire. Sur la base de cette loi, La déclaration du consulat de Chine peut également être un signe supplémentaire que la Russie est prête à procéder à la mobilisation des réservistes et à utiliser d'autres mécanismes de recrutement forcé qui pourraient concerner ses citoyens résidant en Russie. Eh bien, en attendant, sortons le pop-corn. Il sera intéressant de voir comment les événements vont évoluer. À vos paris, messieurs. La Russie et la Biélorussie se préparent à de nouveaux exercices militaires sur le territoire biélorusse, similaires à ceux qui ont eu lieu en 2022 avant l'attaque contre Kiev. Mais cette fois, il existe aussi une menace pour l'OTAN. Une mobilisation d'envergure dans les régions occidentales de la Biélorussie, des tunnels souterrains pour des groupes de sabotage à la frontière avec la Pologne et des frappes de l'Ukraine sur le territoire biélorusse. Plus de détails à ce sujet dans le reportage qui suit. Une nouvelle attaque depuis la Biélorussie ? La Russie et la Biélorussie préparent un nouvel exercice conjoint sur le territoire biélorusse. C'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky dans une interview accordée à un média indépendant biélorusse. Il a expliqué que l'Ukraine surveille la situation et évalue l'ampleur que prendront ces exercices. Je sais que Loukachenko et Poutine parlent d'exercices militaires conjoints sur le territoire de la Biélorussie. Nous verrons quelle sera réellement leur ampleur. La dernière fois qu'ils ont été massifs, vous vous souvenez, l'offensive contre l'Ukraine a commencé. C'est pourquoi tout cela représente de grands risques pour l'Ukraine, c'est certain, et je pense que ce sont aussi de grands risques pour les Biélorusses. Ce sujet, il faut étudier très attentivement le nombre de troupes, comme le disent aussi les experts. C'est à partir de cela qu'il faut analyser à quel point la menace est grande et quels sont les plans du Kremlin. Donc, autrement dit, si nous parlons d'une sorte d'invasion en Ukraine, Kiev 2.0, selon ce principe, je rappelle qu'en 2022, lors de cette invasion, un groupe de 40 000 soldats des forces d'occupation russes venus du territoire biélorusse a participé. La Russie peut-elle aujourd'hui se permettre un tel niveau de préparation ? Un groupe de 40 000 hommes ? Non. Il n'y a pas non plus de dotation en effectifs réguliers. Pour tenter à nouveau une invasion de l'Ukraine dans le but d'atteindre Kiev, le groupe russe devrait compter entre 100 000 et 150 000 hommes. Et il est tout simplement impossible de la déployer discrètement sur le territoire biélorusse. Et ce sera principalement un groupe composé de ressources humaines. C'est pourquoi on peut observer ces menaces à distance et en tirer des conclusions. Ce qui est intéressant, c'est que, selon les experts, l'Ukraine ne s'arrêtera plus en cas de menace. Autrement dit, si la Russie organise des provocations sur le territoire biélorusse, alors les frappes des forces armées ukrainiennes viseront également le territoire biélorusse. Il ne faut pas non plus exclure que la Russie puisse très bien mener des provocations frontalières depuis le territoire biélorusse, le long, encore une fois, de nos frontières nord. Mais je ne pense pas que, dans ce cas, l'Ukraine fera preuve d'une quelconque tolérance particulière envers la présence territoriale des Russes, précisément sur le territoire biélorusse. Et leur regroupement compact sera la cible de frappe avec tous les moyens dont nous disposons. Un autre facteur est que des exercices militaires sont en préparation sur le territoire biélorusse. Des convocations massives sont envoyées aux hommes, aussi bien en Russie qu'en Biélorussie. Et dernièrement, on emmène tout le monde à Grodno et dans d'autres villes de l'Ouest. Il est important de noter que la région de Grodno est proche du corridor de Suwałki, un secteur stratégique entre la Biélorussie et la région de Kaliningrad. Les hommes sont emmenés vite, parfois sans bagages ou depuis leur travail, selon leurs épouses. Officiellement, c'est un test de préparation face à la rhétorique de l'Occident. Ces exercices ne menacent pas que l'Ukraine. Une attaque contre l'OTAN devient réaliste. Poutine a déjà mené des assauts hybrides en Europe et l'Alliance se prépare activement au combat. De plus, il est devenu connu que la Biélorussie et la Russie ont fait appel à des combattants du Hamas pour la construction de tunnels en Pologne. La version officielle est le transfert de migrants illégaux vers l'Europe dans le cadre de la guerre hybride contre l'Occident. Mais les experts n'excluent pas non plus la possibilité d'envoyer des groupes de sabotage. Il est tout à fait possible d'imaginer que ces tunnels puissent être utilisés pour une invasion. Cela ne semble avoir de sens véritable que dans le cas de l'envoi de petits groupes de sabotage de type RAID,
qui serait alors chargé de mener des activités terroristes et provoquerait divers incidents sur le territoire de la nation voisine. L'Ukraine est-elle prête à repousser une nouvelle offensive russe depuis la Biélorussie? Oui, mais l'OTAN est-elle prête à une guerre contre la Russie? L'OTAN n'est absolument pas prête à une guerre contre un adversaire comme la Russie. Il n'y a absolument aucun pays en Europe qui soit aujourd'hui pleinement, ni même de manière partielle, prêt à faire face aux défis majeurs qui pourraient l'attendre en cas d'une opération offensive interarmes à très grande échelle, que la Russie pourrait décider de déclencher de manière agressive contre l'un des pays membres de l'Alliance Atlantique ou de l'Union européenne. C'est précisément pour cette raison qu'il est inutile de négocier avec la Russie par peur de provoquer Poutine, comme le font actuellement la plupart des hommes politiques occidentaux. Poutine ne comprend que la force, et si on ne l'arrête pas à temps, la guerre en Europe pourrait commencer dès cette année. La Pologne se prépare à la guerre. Dans le métro polonais, on a commencé à constituer des réserves alimentaires et d'urgence, et même à acheter des générateurs électriques. Le maire de Varsovie a déclaré qu'au moins 100 000 personnes pourraient être accueillies dans le métro de la capitale. Les autorités achètent également de l'eau, des thermos, des gourdes, des sacs de couchage et des couvertures. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, fait lui aussi une déclaration en ce sens, affirmant que l'Europe doit se préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle de notre époque. Selon lui, partout en Europe, les avertissements concernant un possible conflit majeur se font de plus en plus entendre. Et voici pour eux un exemple. La première ministre du Danemark déclare que l'Europe pourrait périr si elle n'a pas la volonté et la capacité de se défendre. Le chef d'état-major de la France a averti que le pays devait être prêt à perdre ses enfants en cas de guerre avec la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN a souligné que la Russie avait ramené la guerre en Europe, et le ministre de la Défense allemand n'exclut pas que la Fédération de Russie puisse attaquer un pays de l'Alliance. Pas dans quelques années, mais déjà cette année. Et vous, croyez-vous à une guerre en Europe ? Le Royaume-Uni et la France ont terminé la préparation de parachutistes d'élite pour une éventuelle mission de maintien de la paix en Ukraine. Selon le Télégraphe, plus de 600 militaires de la brigade aéroportée britannique, en collaboration avec la brigade parachutiste française, ont mené des exercices. Au total, environ 2000 soldats britanniques et français participent à ces exercices. C'est l'étape finale de la préparation des forces à haut niveau de préparation pour un déploiement rapide, dans n'importe quel point de l'OTAN. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que Londres et Paris étaient prêts à diriger les forces de maintien de la paix en Ukraine en cas d'accord de cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Le président Zelensky a souligné que la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à envoyer environ 5 000 militaires chacune, jusqu'à un total de 10 000 chacune, dans le contingent multinational. Dans le même temps, le Télégraphe souligne les problèmes liés au fait que l'armée britannique a été réduite d'environ 50%, 70 000 personnes. C'est le chiffre le plus bas depuis plus de 200 ans. Par conséquent, pour envoyer des forces significatives, il faudra redéployer des troupes depuis l'Estonie et Chypre. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une invasion ou d'un débarquement immédiat, pour l'instant. Il s'agit d'un exercice planifié visant à améliorer l'interopérabilité et la préparation en cas de scénario pacifique. La tension au Moyen-Orient atteint son paroxysme. Le département d'État américain a d'urgence annoncé un départ autorisé, c'est-à-dire un départ volontaire pour le personnel non essentiel de l'ambassade des États-Unis en Israël et les membres de leur famille. La raison officielle, des risques sérieux pour la sécurité. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem a déclaré que c'était en raison de menaces pour la sécurité. Hier, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a écrit directement à ses employés dans une lettre. Si vous souhaitez partir, faites-le aujourd'hui tant que c'est possible. Cela se produit dans un contexte de renforcement massif des forces américaines dans la région. Un porte-avions et son groupe d'attaque s'approchent des côtes israéliennes, tandis que les négociations sur le programme nucléaire iranien sont dans l'impasse. Dans le même temps, la Chine a pris une mesure similaire, mais à l'égard de l'Iran. Le ministère chinois des Affaires étrangères et l'ambassade de Chine à Téhéran ont officiellement exhorté leurs citoyens à ne pas se rendre en Iran et ceux qui s'y trouvent déjà à quitter immédiatement le pays tant que les vols commerciaux fonctionnent. Les vols commerciaux fonctionnent encore. La raison en est la détérioration rapide de la situation dans la région en raison de l'escalade entre Washington et Téhéran. Et maintenant, attention, des images sont apparues sur Internet montrant comment une certaine Consuela de Moscou s'est confiée devant la caméra au sujet des vétérans de la soi-disant opération militaire spéciale. Écoutez par vous-même. Tous ceux qui s'y trouvent, enfin pas tous, mais la plupart,
c'est pour ces privilèges, pour ainsi dire, que l'État accorde. Pour l'argent, pour les privilèges. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Le prêt immobilier, l'annulation des crédits, les paiements. Voilà, apparemment, ces paiements uniques. Je sais que lorsque les gars de l'opération militaire spéciale arrivent à Moscou, eh bien, on le constate, ils viennent à Moscou juste en permission. Et là, c'est le chaos total parce que beaucoup ne savent pas se comporter. Ils bénéficient de certains privilèges. Ils savent que si quelque chose arrive, l'État peut fermer les yeux sur beaucoup de choses. Eh bien, ils se comportent comme des animaux. Non, non, Consuela, les animaux sont bien plus intelligents et gentils que tes héros de SVO. Aimez si vous êtes d'accord. L'équipe d'Insiders a visité le domaine viticole. Dmitri Medvedev, la fabrique a été donnée par Aiola en Toscane. Oui, vous avez bien entendu, Medvedev possède un domaine viticole, Vitali, et regardons maintenant comment tout y est organisé. Au domaine viticole Fattoria della Aiola, on produit principalement du vin rouge sec et de l'anticlassique. À partir du cépage Sangiovese, la Fattoria elle-même est considérée comme un domaine viticole de taille moyenne. Les vignobles occupent 29 hectares. On y cultive également des cépages de Merlot, Cabernet et Sauvignon. Pour Dmitri Medvedev, ce genre de business n'est évidemment pas un investissement destiné au profit. Ce sont des investissements pour le plaisir, pour le statut et pour sa propre satisfaction. C'est comme acheter un yacht ou un jet d'affaires. Et la cerise sur le gâteau. Comme l'ont découvert les journalistes, le vin européen de... Cette cave continue de fournir du vin à la Russie. Et le directeur de la Fattoria, qui est aussi un camarade de promotion de Medvedev et détenteur d'actifs, Ilya Eliseev, n'est toujours pas sous sanction. Aujourd'hui, le vin de cette cave est exporté dans le monde entier, y compris en Russie. Eh bien, Les règles sont plus strictes, mais c'est possible. Oui. à la question de savoir s'il est vrai que parmi les investisseurs il y a des fonctionnaires russes, Bianca a répondu ceci. Il s'avère que l'un des investisseurs est de nationalité russe. Notre directeur est russe. Eh bien, que puis-je dire? Ce serait bien que cette enquête soit commentée en Europe. Comment se fait-il que le vin de la cave de Medvedev arrive sans problème en Russie? Et pourquoi le directeur des factoreries et détenteur d'actifs, Eliseev, n'est-il toujours pas sous sanction? C'est tout pour moi. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer les prochaines émissions. À bientôt.